il a beaucoup utilisé les réseaux sociaux pendant sa campagne, TikTok, Big Flo et Oli ou je ne sais quoi dans les salons de l'Élysée, c'était aussi lui. Donc c'est un peu, voilà, se foutre de bref. Mais voilà. Après, je voudrais profiter de ça pour redire un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un grand adepte et utilisateur de Facebook, Twitter, Instagram. Je trouve, et je le dis aux dirigeants de Facebook en France, et qu'il y a une dérive totale de ces réseaux sociaux vis-à-vis de la publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus regarder le contenu de ses amis, des gens qui nous intéressent, des pages que l'on suit, etc. On est sans arrêt noyé dans un flot ininterrompu de publicité, et je pense même qu'il doit y avoir des liens entre le profil de chacun, nos adresses IP et nos recherches. Parce que quand je fais des recherches sur Google et que je trouve quelques secondes ou minutes après l'objet de ma recherche dans mes stories publicités Instagram, d'une recherche Google qui se retrouve sur Instagram et Facebook, là on est vraiment dans la perversion du système de regarder au maximum ce qui se passe. La libération des données. Et je trouve ça dramatique. La NUPS est en train de normaliser et de faire monter le Front National. C'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette réaction de la NUPS, ce boycott, on aurait peut-être moins parlé de ce match de foot, on aurait peut-être moins parlé de toutes ces photos et de Julien Audoul et ses comparses sur le terrain. Je vois aussi qu'Aurore Berger a essayé, elle aussi, de dissuader les députés marcheurs. Carl Olive s'est opposé, Éric Woerth aussi, d'ailleurs, s'est opposé à la consigne de la présidente du groupe En Marche. Mais je trouve, moi, c'est un carton rouge que j'adresse à la NUPS, parce que par leur attitude, ils sont en train de continuer la mise en avant du FN, leur donner des temps d'antenne, les victimiser, les normaliser, etc. Et ils sont en train de faire monter le FN par leur attitude délirante, sans parler des cravates à l'Assemblée nationale portées par les députés féminines, etc. quoi. C'est un coup de gueule pour nos amis de mon territoire agriculteur, qui vivent des temps extrêmement difficiles de par la crise, l'inflation mondiale, notamment au niveau du lait. La filière lait est en train de s'effondrer complètement chez moi dans mon territoire. C'est assez catastrophique. On avait 800 producteurs de lait dans l'heure en 2008. On va passer à 200 fermes peut-être en 2025. On est en train totalement de casser notre indépendance, notre filière agroalimentaire française qui pour moi est synonyme de croissance et de développement pour notre économie, avec les besoins dans le monde, de la population mondiale, etc. On a encouragé les agriculteurs à un petit peu se diversifier, installer du photovoltaïque, créer de la méthanisation. Alors je sais que la méthanisation c'est un sujet complexe qui parfois hérisse les riverains, mais quand ça marche, ça peut très bien marcher. Et là on se rend compte, on est dans une situation où on peut produire de l'énergie en France et où le gaz issu de la méthanisation est resté au prix d'avant-crise et où l'électricité qui fait tourner les machines est au prix d'après-crise, qui fait qu'aujourd'hui des agriculteurs veulent arrêter la fabrication du méthane, qui est un gaz naturel, en France, parce que ça leur coûte plus cher de produire. Et donc dans cette folie inflationniste mondiale du prix de l'énergie, etc., je n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas être du côté des agriculteurs et des producteurs français d'énergie quand elle peut être verte et française. Et donc c'est un coup de gueule pour dire qu'une fois de plus, on n'est pas du tout au niveau de la défense de notre filière, de l'agriculture qui façonne nos paysages, qui est une filière pour moi d'avenir, et où de plus en plus, voilà, on va casser des filières entières, casser des familles, casser aussi des hommes, puisque derrière ce sont des hommes qui de plus en plus arrêtent, qu'on connaisse des drames très graves, familiaux, personnels. Et donc voilà, c'était un coup de gueule, un coup de cœur aussi, pour dire mon incompréhension sur ce qu'ils traversent à l'heure actuelle. Chez beaucoup de restaurateurs, c'est qu'il y a énormément depuis le Covid, beaucoup d'éleveurs qui ont décidé d'arrêter. Oui, donc, ils sont pris en tenaille. Ils sont pris en tenaille par un prix des matières, un prix des engrais. L'engrais a multiplié par 4, par une grande distribution française qui tire les prix au maximum vers le bas, etc. Par un pouvoir d'achat qui aussi peut être compliqué en France, mais bon, ça touche à d'autres sujets qui sont le prix du logement, etc. dans notre pays. Et là, ils sont totalement pris en tenaille entre des prix à l'achat du produit
produit final ou du produit sorti des exploitations qui est très faible et des coûts de production qui explosent littéralement. Et donc, on va casser, si ce n'est pas déjà fait, une filière. Donc ça touche à la viande, ça touche au lait. Alors les céréales s'en sortent à peu près, mais parce que les céréales, on est sur un cours mondial qui fait que heureusement qu'il y a des valeurs à l'export qui tirent les revenus de nos agriculteurs, mais tout ce qui est sur le marché français intérieur, c'est une catastrophe. C'est le cas du lait. Hein. Le lait se vend à l'export à 700 € la tonne, et en France à 380 et en Hollande à 600. Voilà. Sur cette réforme des retraites, excusez-moi, il faut avoir de la mémoire un peu politique. Nous avons eu 5 ans de gouvernement Macron. Pendant ces 5 ans, il y a eu des personnes qui ont travaillé jour et nuit sur la réforme des retraites. On a oublié qu'on a eu pendant plus de 3 ans un haut commissaire aux retraites qui s'appelait Monsieur Delevoye. Qui a suivi derrière Laurent Pretaschenski, qui était secrétaire d'État aux retraites. Ces gens-là, pendant 5 ans, ils ont consulté des dizaines d'heures de réunions avec les syndicats, les forces vives, des dizaines de services, de collaborateurs qui, pendant un mandat entier, ont préparé une réforme. Donc la réforme, elle est quand même censée déjà exister. On va reconsulter sur quoi? Delevoye, il a consulté la CGT il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Donc on va consulter sur quoi? La réforme, on la connaît. C'est oui ou non un recul de l'âge de départ de la retraite. C'est tout. Après, il y a des ajustements. Moi, je pense qu'il faut aussi parler d'une réforme qui soit plus juste pour pouvoir équilibrer un petit peu les régismes du privé et du public, ce qui peut aussi être un détonateur. Mais malgré tout, depuis 5 ans, le président Macron, l'Élysée, le secrétariat général de l'Élysée, ils ont quand même un texte qui doit être prêt, parce que sinon, les salaires de ces personnes-là, ils ont servi à quoi et pendant 5 ans sur ces consultations? Donc moi je dis, où est le texte qui a été préparé pendant 5 ans? Oui. D'être très on a un début de mandat présidentiel et parlementaire qui n'a servi quasiment à rien. On a présenté un projet de loi pouvoir d'achat qui visait à redistribuer des milliards et des dizaines de milliards dont on n'a aucune source nouvelle de recettes ou d'économies, et c'est tout ce qu'ils ont été capables de faire au mois de juillet. Comme je le disais, depuis début août, l'Assemblée est fermée, il se passe rien, on reprend les travaux début octobre, alors qu'on a 3 000 milliards de dettes, alors qu'on a une crise de l'énergie mondiale, qu'on a une crise de l'inflation, et qu'on a aussi une crise de l'emploi. J'étais hier, pour raison professionnelle, dans la Manche. J'ai des gros restaurateurs industriels qui travaillent dans la baie du Mont-Saint-Michel, des entreprises qui me disaient j'avais 50 postes non pourvus pour pouvoir vivre la saison. Donc ça pose quand même des questions du retour à l'emploi de personnes qui sont perdues du marché et du système. Et vraiment, en effet, je pense que avec cette nouvelle donne, nouvelle vague que les Français ont donnée, les Français ont volontairement, on en a parlé sur cette antenne en juillet, ils ont volontairement imposé une forme de construction, de co-construction de texte. On aurait pu cet été travailler, légiférer et apporter un texte qui est très important, et que malgré tout dans le subconscient des Français, ils ont conscience qu'il faut toucher à ce sujet des retraites. Ils en ont conscience. Je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues. Je pense qu'on est encore un peu tôt dans la colère ou la grogne sociale. Je vois ça plutôt arriver dans le courant de l'hiver. Je pense qu'on va avoir un hiver très difficile. On voit aujourd'hui que les températures sont assez faibles. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas, le chauffage au bois granulé, le prix du pellet est passé de 4,50 € les 15 kilos à parfois 12 €, ce qui fait x3 pour un foyer modeste. Et je pense aussi que nous allons avoir des situations économiques très graves, parce que les entreprises, on ne le dit pas, subissent de plein fouet la hausse de l'énergie et ont des x3, x4, x5 montants de factures qui se multiplient. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, des entreprises vont vouloir mettre du chômage partiel en place, parce que ça va coûter plus cher d'accueillir des salariés et de produire que d'avoir l'usine à l'arrêt. Et donc là, on s'attend à des lendemains très difficiles. Je pense qu'il y a une folie de l'énergie en ce moment et qui mériterait de consacrer tous les débats, qu'on aurait dû avoir ces débats cet hiver, qu'on a une responsabilité énorme vis-à-vis du nucléaire et vis-à-vis de la filière française, et que les lendemains difficiles, ils sont pas aujourd'hui. Parce que quand il va falloir peut-être rationaliser l'énergie, le chauffage, faire des sacrifices, etc., là, les Français vont se dire qu'il se passe quelque chose qui tourne pas rond dans ce pays. Et je vois ça plutôt arriver au cours de l'hiver qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui. Oui, le bouclier tarifaire, malgré tout, hein, on le dit pas suffisamment, mais ce qui limite la casse, c'est la cash machine de l'État, hein, 20 milliards déjà dépensés sur le seul carburant. 20 milliards, on en finance des grands programmes d'investissement dans le logement social, la protection hermétique des bâtiments publics, etc., des logements sociaux. On finançait beaucoup avec 20 milliards. À la place de ça, on s'est payé 3-4 mois de répit social sur
sur le carburant. Donc ça absorbe un petit peu. C'est pas du répit social.